Au-delà du côté bucolique du lancement du Guillaume Tell, ces entreprises sont quand même du commerce, avec un monde des affaires qui est impitoyable et où tous les coûts sont à peu près permis. Donc capacité, vitesse, prix, alliance, amélioration technologique vont rythmer cette guerre des vapeurs pour concurrencer son rival et s'accaparer sa clientèle. Alors, par rapport aux diligences, le Guillaume Tell, c'est une vraie révolution. Pour un tarif sensiblement comparable, il peut en fait emporter 25 fois plus de passagers à une vitesse qui raccourcit le trajet à 6 heures, voire 4 heures sans escale, avec une fiabilité des horaires assurée, une meilleure sécurité du transport, et il offre un voyage serein avec la possibilité d'apprécier les paysages inédits ou de travailler à bord. Son concurrent en 1823, ses recettes vont avoisiner 50% du prix du bateau, avec un rendement servi aux actionnaires, donc principalement Church au début, de 18%. Mais cela ne va pas durer et l'arrivée d'un concurrent, le Winkelried, va changer la donne. Signalons au passage l'abandon en 1824 d'un projet de Jean-Jacques Rousseau, alors peut-être en lien avec une affaire du constructeur Mauriac qui a été condamné pour avoir, contre l'engagement contracté, travaillé à la construction d'un autre bateau à Genève. Au moment du lancement du Guillaume Tell en 1823, on réalise que l'affaire est juteuse et on s'empresse de passer commande d'un autre bateau, le Winkelried, en hommage au canton de la Suisse primitive, qui ne vient pas seulement étoffer l'offre de transport sur le lac, mais il sera plus grand, plus rapide et surtout moins cher. Donc on va aller faire la concurrence sur les tarifs, ce qui va contraindre rapidement le Guillaume Tell à brader ses tarifs à 50%, ce qui va faire baisser sa rentabilité à 4%. À noter au passage le canon du Winkelried qui est au musée du Léman. Donc je vous incite, ceux qui, comme moi, ont tardé à aller au musée du Léman, d'y aller très vite. Voilà. Et j'ai eu de la peine à le récupérer. Le canon, il voulait le garder longtemps à la CGM. C'était une longue lutte, mais il est chez nous. Il est très lourd. Il est tiré à blanc. Vraisemblablement, à cause de l'affaire Mauriac, François Mathieu se récuse. Et le lieutenant-colonel Dufour, toujours disposé à seconder par ses connaissances les entreprises utiles, veut bien se charger de la surveillance des travaux de construction, dira le prospectus. Cette expérience va amener Dufour à se rendre à Lugano en septembre 1826 pour superviser la construction du premier bateau à vapeur sur le lac Majeur. Ça sera le Piroscafo il Verbano, dans l'ancien nom du lac Majeur. Le 15 février 1826, les Genevois lanceront un troisième bateau, le Léman Remorqueur, on en a parlé tout à l'heure, et du côté de Lausanne, c'en est trop, le sentiment national, cantonal, vaudois s'émeut de cette démonstration de la puissance navale, et il faut dire surtout financière, de Genève. L'honneur du canton est en jeu sur l'eau, il faut réagir. Le 15 juillet 1826, on lance le Léman, histoire de rappeler au passage aux Genevois le vrai nom du lac. À lui tout seul, il offre la capacité passager de ses deux autres concurrents réunis. Il est plus rapide que respectivement de 35 et 20%. Et pour mettre la pression, on s'ajuste rapidement au prix du Winkelried. Donc pour le même prix, on a plus grand et plus rapide. Cette concurrence va toucher la rentabilité du Winkelried qui va servir 8% la première année de rendement et puis plus rien jusqu'à sa rénovation en 1834. Face à la concurrence du Léman, les sociétés Guillaume Tell et du Winkelried vont s'unir en 1829, rhabiller le Winkelried en 1832 d'une nouvelle coque, mais en bois encore, et de nouvelles chaudières, désaffecter Guillaume Tell qui sera démoli en 1836, on l'a dit, créer une nouvelle société, fusionner les trois compagnies genevoises en 1835 pour donner naissance à la compagnie genevoise des bateaux à vapeur réunis et passer commande d'un nouveau bateau qui sera lancé en 1837. Ce sera l'Aigle en l'honneur des armes du canton de Genève.
de même capacité que le Léman, mais avec ses 20 km/h, 15% plus rapide. Puis, on a dit, c'est au tour de l'Helvétie qui, lui, va arriver, même vitesse, 20 km/h, mais par contre 70% plus puissant, et surtout 40% de passagers, puisqu'on est entre 800 et 1000 places, on l'a dit tout à l'heure. Ce nouvel arrivant va forcer les autres sociétés à s'allier en 1840. Elles le resteront jusqu'à la création de la CGN en 1873. Si je peux ajouter quelque chose, donc la figure de proue, la dame qui se trouve à l'avant de l'Helvétie, est au musée du Léman depuis de nombreuses années, et il y a 2 ans, j'ai récupéré la figure de proue de l'aigle. Elle n'a plus les ailes déployées comme à l'origine, fortune de mer, mais la partie la plus importante de la figure de proue est visible dans l'exposition actuelle. Voilà. En 1847, un concurrent autrement sérieux va entrer en lice, le chemin de fer à vapeur, notre 2e anniversaire de ce soir. En effet, l'an passé, le 9 août, la Suisse célébrait les 175 ans de sa première ligne de chemin de fer à vapeur, Zurich-Baden. Mais ce n'était pas son premier chemin de fer à vapeur, arrivé, lui, en Suisse, en gare provisoire de Bâle-Saint-Jean, 3 ans plus tôt, en 1844. Il était l'aboutissement de la ligne Strasbourg-Saint-Louis, qui desservait notamment les villes de Sélestat, Colmar et Mulhouse. Ici, à l'image, on voit l'inauguration le 19 avril 1841 du débarcadère provisoire de Strasbourg-Königshofen avec, en passage, la locomotive la Napoléon. Après un premier tronçon Benfeld-Colmar, un trajet Mulhouse-Saint-Louis est ouvert au public le 26 octobre 1840. L'ensemble de la ligne Strasbourg-Saint-Louis sera opérationnelle, elle, le 15 août 1841, et elle s'arrête à 1 km de Bâle. Et il faudra encore attendre 4 ans pour la voir franchir la frontière, pour atteindre la gare provisoire de Bâle-Saint-Jean, à l'extérieur des murs de la ville. Est-ce l'ingénieur curieux ou le chef d'état-major fédéral attentif? Quoi qu'il en soit, Dufour, toujours à l'affût des nouvelles avancées technologiques, s'intéresse rapidement à cette révolution du transport de matériel, de passagers, voire de troupes. En septembre 1845, il se rend à Strasbourg, donc la ligne Strasbourg-Bâle, puis Karlsruhe dans le duché de Baden, ligne Mannheim-Karlsruhe, qui reliera finalement Bâle en 1855. C'est assurément l'ingénieur cantonal en charge de l'urbanisme et des fortifications de Genève qui visite Bâle en décembre 1845, vraisemblablement le 11 pour l'inauguration de la gare intramuros de Bâle-Schellennettli. Il se rendra à Lyon en janvier 1846 pour étudier un projet de ligne Lyon-Genève permettant une connexion au PLM, le Paris-Lyon Méditerranée. Et c'est là qu'on refait le lien avec François Bartholomy, qui était l'artisan avec lui de cette arrivée du chemin de fer à Genève. Mais revenons à notre ligne du Baden-Zurich, desservie par la compagnie des chemins de fer suisse du Nord, la SNB, un tronçon de 30 km d'un projet visant à relier Zurich à Bâle, mais qui sera arrêté par la guerre de Sonderbund et le refus d'Arlovie et des 2 cantons de Bâle d'en autoriser la concession. Surnommé le Spanish Brötliebahn, du nom de la spécialité de Baden interdite aux boulangers de Zurich, mais très prisé de la haute société zurichoise, qui n'hésitait pas à envoyer des serviteurs de nuit à Baden, éloignés de 25 km, pour les déguster au petit déjeuner. Ce train va désormais les acheminer tièdes en 45 minutes, d'où son surnom. À gauche, la version originale. Alors, on a eu des échanges avec M. Gretsch parce qu'on voulait ce soir vous amener des vrais Spanish Breitling, mais ils ne les font plus parce que maintenant ils sont à la version moderne. Maintenant, ça a été remis au bout du jour en 2007 par la ville de Baden et ses boulangers avec une recette uniformisée, une taille réduite de 8 par 8
alors que l'ancien était de 9 par 9, 4 cm de haut, cuit au four, aéré, brun, doré, avec une incision en forme de croix. Et donc, cette nouvelle spécialité à droite est déclinée sous l'appellation quasi éponyme de Spanish Brötli, en une variante sucrée avec garniture noisette-carotte, ou salée avec une garniture jambon-carotte. Voilà, vous savez tout. Et ce soir, je me suis commis, pour l'apéro, à vous faire des mini Spanish Brötli. Alors, je ne garantis pas que ça soit historique, mais vous aurez à l'apéro des Spanish Brötli miniatures. Alors, découvrons un peu ce Spanish Brötli Band avec sa locomotive, la Limat, qui avait une sœur qui s'appelait l'Are, avec son wagon tinaire de charbon, le wagon première classe assez luxueux, un deuxième classe confortable, un troisième classe plus minimaliste, voire une quatrième classe quasiment spartiate, avec un wagon marchandises, et puis peut-être l'arrivée imminente du chemin de fer à Genève, une locomotive qui viendra sur cette ligne avec le nom de Genève, la Guelph, qui prendra service en 1858. Vous pouvez retrouver ce train au musée des transports de Lucerne et je vous propose de découvrir en images. Je reviendrai sur ces trois visages radieux malgré la fatigue, où l'on décèle quand même une certaine fierté d'être dans ce projet, mais j'y reviendrai. Si j'ai ouvert cette parenthèse des chemins de fer à vapeur, c'est que, à l'instar de ce que le bateau pour la diligence, le train, va concurrencer les compagnies de bateaux à vapeur qui vont devoir se réorganiser pour survivre. Et puis, pour ce faire, je vais repasser la parole à M. Zuchois pour ce troisième anniversaire de la soirée, les 150 ans de la CGN, Compagnie Générale de Navigation, fondée le 16 janvier 1873, de la fusion de toutes les sociétés des bateaux à vapeur sur le Léman.